Alors bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Une pause s'impose de Liantis. C'est le podcast qui parle de la santé mentale des entrepreneurs. Je m'appelle Carla Goldberg et aujourd'hui je suis en compagnie de Jean-Louis Vanneau. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour Merci. Carla. Bonjour, merci d'être parmi nous. Alors tu es le CEO de Monese, de Govern, le président de FinTech Belgium, pour citer que quelques-uns de tes rôles. Vraiment le multi-entrepreneur par excellence. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton parcours et à quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui ? Alors mon parcours est assez long malheureusement pour moi à 55 ans, mais j'ai commencé dans le consulting et puis j'ai fait toute une partie de ma carrière dans les télécoms. Je suis retourné dans le consulting pour les opérateurs de télécom et j'ai décidé de fonder Monese en 2011. En fait, on était dans un contexte où on utilisait des chèques repas encore en papier. En 2011, je trouvais ça débile. Et donc, j'ai digitalisé les chèques. Et ensuite, j'ai voulu ajouter à ça une entreprise qui était Govern, que j'ai cofondée en 2021. Je suis rentré également dans le retail l'année passée. On a repris une franchise de Deleuze avec un entrepreneur qui est très actif. Et que dire encore? Oui, FinTech, ça a été vraiment une passion pendant 8 ans, puisque Monese a digitalisé les paiements. Qui dit paiement digital dit FinTech. Qui dit FinTech dit il faut aider les entrepreneurs, et c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Et last but not the least, je suis également dans TCD Capital, qui est un private equity, et je m'occupe de la thèse d'investissement, les SaaS et les boîtes technologiques. Ok, donc voilà. Un parcours fascinant, hyper enrichissant. Ma première question, ce serait, qu'est-ce qui te pousse toujours à aller plus loin, à continuer ? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans cette vie entrepreneuriale ? Alors, ce qui fait vibrer, c'est l'action. D'abord, c'est et avant tout l'action. Je pense qu'il y a deux façons de vivre sa vie. Soit c'est d'être complètement inactif et paresseux, hein, soit être hyperactif, et c'est ce que je suis. J'ai décidé d'être hyperactif. Alors, c'est quoi la motivation ? C'est principalement de se dire, mais tiens, quand on a une idée, quand on voit quelque chose qui tourne pas rond, quand on se dit non seulement on a une idée, mais en plus on allie à cette idée la capacité de pouvoir réaliser quelque chose, trouver une solution et résoudre ce problème, eh bien c'est ça qui drive finalement l'entrepreneur. C'est de passer de l'idée à l'action. Et comme le disait Einstein, c'est 5% d'innovation et 95% de transpiration. Alors, c'est pas que j'aime transpirer, mais c'est ça l'action, en fait. C'est de tenir. Tu te décris toi-même comme un hyperactif, quelqu'un d'hyper occupé. Justement, comment tu arrives à jongler entre tous ces différents rôles, ces différentes responsabilités ? Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'effectivement, au démarrage, il y a 3 phases dans ma vie, finalement. La première phase, c'est et sur fond de toujours être travailleur et besogneux. Donc, moi, je suis un type, je suis pas hyper talentueux, donc je suis obligé de beaucoup travailler. Au piano, je dois travailler pour essayer de faire des bonnes notes. Au tennis, je dois m'entraîner pour faire des bonnes balles. Au ski, enfin bon, bref, ça marche partout. Première partie de ma vie, c'est vraiment les grandes sociétés qui m'ont appris énormément. J'ai pu faire de l'entrepreneurship à gauche et à droite sur toute l'Europe. Ça a été magnifique, surtout chez Alcatel. Et IBM, c'était pas mal non plus. Donc ça, c'est vraiment construction de la base. Ensuite, c'est lancement au niveau entrepreneur. Et donc ça, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'en passant de la dernière boîte, c'était IBM Consulting. Ce passage a fait simplement que vous êtes dans une grande boîte où vous avez énormément de personnes qui peuvent vous soutenir, mais également énormément de personnes à qui vous devez rendre des comptes et des décisions qui se prennent de façon assez super lente, à un état où vous êtes tout seul. Donc ça, c'est très simple, hein, vous pouvez décider tout seul, mais décider tout seul, c'est pas évident. Donc c'est comment est-ce qu'on lutte contre cette solitude, comment est-ce qu'on peut aller dans un environnement complètement incertain, totalement incertain, où en fait vous vous rendez compte que les gens, les prospects, les clients, vos amis se disent tiens mais qu'est-ce que c'est que ce type, il a commencé une boîte, c'est inconnu, il s'attaque à des leaders, il est complètement marteau, il va jamais y arriver, mais comment c'est possible? Et donc vous avez tout le temps des doutes et vous devez avancer en fait. Cette deuxième phase d'entrepreneuriat, mais vous comprenez comment l'entrepreneuriat fonctionne. Et je pense qu'une des choses les plus compliquées à faire sur Terre, c'est de commencer une boîte de rien.
Et donc ça s'est bien passé. Et la troisième phase, c'est dès lors que vous connaissez les choses, comment est-ce que vous pouvez transmettre. Et donc, il y a une partie de transmission que je fais chez Moniz encore aujourd'hui. Guider l'équipe de direction et on n'est pas une grande boîte, on est 140 personnes, mais on innove comme des pétés, c'est très amusant. Et comment transmettre cette passion, mais non seulement transmettre la passion, mais également transmettre quelque part une façon de faire, une façon d'analyser les problèmes et d'arriver très rapidement à une solution. Et puis je me suis laissé complètement absorber par cette deuxième société que j'ai commencé, cofondé from scratch, comme on dit, de zéro, ex nihilo, puisque j'entends que dans la salle, certaines personnes ont fait les gréco-latines. Et donc, je me suis dit, mais est-ce que je vais faire encore un truc pareil ? Est-ce que j'ai l'énergie ? Là, il faut en plus s'accompagner ou s'entourer de personnes qui sont aussi travailleurs que vous et qui ont l'envie d'apprendre et l'envie de nouveau de rentrer dans cet entrepreneuriat. Et Govern est une société magnifique, puisque évidemment on allie l'informatique et l'intelligence artificielle pour pouvoir en fait avoir une mission incroyable sur la planète, il me semble. Enfin, c'est un petit peu, vous allez me dire, un petit peu utopiste, mais de pouvoir faire de sorte que les conseils d'administration puissent prendre des meilleures décisions. Et ça, c'est super important à mesure où les entreprises, ultimement, sont dirigées, contrôlées par le conseil d'administration. Et c'est quelques dizaines de personnes, si elles prennent des mauvaises décisions, ça a un impact incroyable pour parfois des milliers de personnes. Regardez Volkswagen, Audi, qui probablement a pris de très très mauvaises décisions et qui conduit à devoir licencier 35 000 personnes dans le monde. Enfin, j'aurais pu prendre d'autres, j'ai rien contre VW, mais vous comprenez qu'avec Audi Bruxelles, ça nous impacte quand même assez bien ici dans la région Bruxelles. Voilà. Du coup, je vais rebondir. Tu as dit qu'il fallait bien s'entourer quand on lance un business, mais aussi tu parlais de la phase 2 qui est remplie d'incertitudes, de doutes. Mais comment tu fais en fait pour passer outre ces doutes ? Est-ce que tu as des astuces ? J'imagine que ça génère beaucoup de stress aussi. On démarre un projet, on est plein d'ambition, mais on fait face à la réalité pratique du terrain. Concrètement, comment on fait en fait pour passer outre ? Pour passer, donc en fait, il y a deux choses que tu as dit, Clara, c'est stress et s'entourer. Carla, pardon, excuse-moi. Pas de souci. Je mets les lettres, c'était bon au niveau des lettres, mais pas dans le bon sens. Bon, Carla, ce qui est important, c'est comme ce que tu as dit, c'est le stress et comment s'entourer. Alors le stress, il y a deux types de stress. Il y a le bon et le mauvais. Moi, j'adore le stress. Sans stress, il n'y a rien qui se passe. Et donc, et le stress, c'est une tension entre ce que vous voulez faire et la réalité de là où vous êtes. Et donc, le stress, par exemple, c'est, tiens, j'ai envie que je trouve une idée, je travaille, je fais un produit, un logiciel, prenons Govern, j'ai un produit génial avec l'intelligence artificielle, mais comment est-ce que les gens vont pouvoir le connaître et l'utiliser ? Et à un moment donné, il y a la réalité économique. Tiens, j'ai le stress de pouvoir réaliser ma vente, mon marketing. Ça, c'est un premier stress. Vous avez le stress également des choses que vous ne pouvez pas gérer ou contrôler. Alors, les choses que vous ne pouvez pas contrôler, ça, c'est du mauvais stress. Et donc là, il faut éviter d'y penser. Donc, ça fait partie d'un certain nombre de trucs et astuces que tout entrepreneur doit développer. C'est-à-dire, d'abord, identifier est-ce que c'est du stress bon ou du stress négatif. En gros, le stress négatif, c'est les choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Donc, ça sert à rien de se bousiller les tripes sur quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Orientez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Ce que vous contrôlez, vous agissez comme un fou, vous travaillez, et ça marche. Et vous vous accrochez, la résistance, comme on dit en néerlandais, aanhouden wint, c'est la ténacité qui paye. Et par rapport au stress négatif, c'est vous ayez soit de l'oublier, soit de ne pas le voir. Donc, il faut vraiment s'en détacher. Et pour ce faire, il faut quelques moments. Il faut aussi pouvoir, dans sa vie, faire une balance entre des moments très actifs et des moments de repos. Et dans tout ce que vous faites, c'est comment est-ce que vous balancez une hyperactivité, ce qui fait de quelque part que votre pile se vide,
et comment par rapport à des vrais repos, vous pouvez recharger cette pile. Et là, évidemment, oui, on est tous différents par rapport à ces niveaux de piles. C'est comme les Tesla ou les voitures électriques. Il y en a qui se rechargent plus vite que d'autres. Et donc, il y a des êtres humains, des homo sapiens qui se rechargent plus vite que d'autres ou qui ont trouvé les superchargeurs. Et moi, je peux vous donner quelques idées en superchargeurs. Les superchargeurs sont liés à vos besoins. Il faut explorer quels sont vos besoins. Alors moi, j'ai des besoins de curiosité. J'ai besoin de faire des choses qui ont un sens, une finalité, de pouvoir mettre une marque dans ce que je fais, dans ce qui m'entoure. Et j'ai également besoin de liens. Et donc, ça veut dire que moi, j'aime bien, je suis hyper actif et quand je suis claqué, je dois m'entourer de gens avec qui on peut échanger, rigoler et tout d'un coup, bam, la pile se recharge. Par rapport à la pile physique, parce qu'il y a bien un moment donné où vous êtes complètement claqué, il faut, moi je recommande vraiment les micro-siestes. C'est pas évident pour des mecs comme moi qui sont assez insomniaques, mais je parviens à faire des micro-siestes. Ça marche pas toujours, mais ça c'est juste fabuleux. Je pense que la sieste après le déjeuner devrait être obligatoire. Et je comprends pas comment on ne le fait pas. Les Espagnols, ils ont tout compris, ou les Colombiens. On parlait de Colombie. Donc ça, c'est utiliser cette micro-sieste. Et aussi, pour recharger votre corps et votre esprit, la méditation. La méditation, c'est vraiment des moments, et ça peut être très rapide, méditation combinée à une respiration. Enfin, je dis des choses bateaux, hein, ceci dit, mais en tout cas, je les mets en pratique. Ouais, c'est ce qui marche, alors c'est plus important. C'est ce qui marche. Mais du coup, d'une certaine manière, est-ce que selon toi, pour être entrepreneur, on a aussi besoin de se connaître vraiment soi-même? Parce que tu parlais de connaître ses besoins, qu'est-ce qui nous fait du bien. Est-ce que ce serait un critère ultime avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, se connaître soi-même pour savoir ce qui nous fait du bien, comment se recharger, de quoi on a besoin? Alors, c'est pas un critère ultime parce qu'en fait, ça s'améliore. C'est un never-ending story. Mm-hmm. Se connaître, je pense que c'est jusqu'à la fin qu'on apprendra chaque fois quelque chose sur soi. En plus, nous vivons dans l'impermanence et donc par la force des choses, vous vous découvrez. Quand je regarde ma tronche aujourd'hui avec toutes les rides et les cheveux blancs que j'attrape, c'est pas la même chose que quand j'avais 18 ans. Donc par la force des choses, les choses changent autour de vous, vous changez, donc c'est un apprentissage de tous les jours. Donc apprendre à se connaître, c'est surtout avoir cette démarche. Avoir une démarche où vous pouvez essayer d'avoir un regard critique sur vous-même. Vous pouvez prendre des moments de pause et essayer vraiment de réfléchir sur la finalité de ce que vous êtes en train d'accomplir, que ce soit pour vous, que ce soit avec votre compagnon, que ce soit avec votre famille ou avec vos amis. Et tout à l'heure, on parlait de stress, qui était une première chose, comment gérer le stress. Et deuxième chose, comment s'entourer. C'est là où c'est très important de construire des relations avec, en fait, un environnement de personnes distinctes. Pour le professionnel, moi, je recommande vraiment les entrepreneurs, et c'est pour ça que j'adore cette émission ici faite par Liantis, c'est de pouvoir avoir des partages avec d'autres entrepreneurs. Donc, de pouvoir nourrir un réseau de personnes en qui vous pouvez avoir confiance, qui sont vos pairs, vos peers en anglais, et avec lesquels vous pouvez échanger non seulement des trucs et astuces au niveau professionnel, mais également, comme comme tu l'as demandé, des trucs et astuces au niveau personnel. Une personne est faite, qu'on a parlé du corps, mais vous avez 3 autres catégories très importantes qui sont la spiritualité, votre état mental, très important aussi, et quelque part vos valeurs. Et les échanges doivent se faire à la fois sur des hard facts. Voilà, je dois recruter quelqu'un en ça, c'est ce que tu connais quelqu'un, je dois faire du digital marketing, qu'est-ce qui marche, est-ce que je dois aller sur LinkedIn, enfin bon, toutes ces questions-là, mais également, tiens, comment tu fais tiens, j'ai un stress de dingue, ma femme ne me voit jamais, ça commence à être compliqué, mes enfants, il y a ceci, il y a cela, un petit enfant, petit problème, grands enfants, grand problème, et même au niveau de la finalité, des questions spirituelles, et c'est vraiment très sympa de pouvoir faire partie de réseaux
d'entrepreneurs. Moi, quand j'ai commencé, j'étais dans le réseau Entreprendre, par exemple. Un réseau Entreprendre se trouve à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie. Et j'encourage les gens d'aller dans ce réseau parce que c'est une bonne source. Il y a des agences de l'emploi en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. J'encourage les gens à y aller. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont, organisées. Le tout, c'est de se dire, est-ce que je vais mettre du temps pour aller dans ces réseaux d'entrepreneurs? Et moi, je dis, en fait, il faut le faire absolument. Car c'est une façon de lutter contre la solitude, mais également, c'est aussi une façon de pouvoir se recharger avec l'énergie des autres, mais également aussi de comprendre qu'on n'est pas seul dans nos problèmes, qu'en fait, tous les entrepreneurs sont confrontés exactement à des problèmes similaires. Et tu parles de problèmes d'entrepreneurs. Clairement, la vie d'entrepreneur, c'est pas toujours rose, surtout, j'imagine comme toi, où tu as tellement de responsabilités différentes. Est-ce qu'il y a eu un cas qui te vient où vraiment tu te dis, là, j'en peux plus, j'arrête tout? Et si oui, comment tu as fait pour retrouver la force, pour continuer à pousser? Alors ça c'est, écoute, voilà, je vais te dire un exemple qui me revient immédiatement, c'est au démarrage de Moniz. J'avais pas réalisé, par candeur probablement, que j'arrivais dans un monde d'un duopole. Donc deux acteurs qui s'entendaient clairement sur le marché. Et comme un monopole ou un duopole, c'est quoi la première réaction? Vous prenez un premier livre de marketing. Si je suis un monopole, qu'est-ce que je fais? Il y a un nouvel entrant, j'essaie de le casser. Voilà, c'est comme ça, c'est le cookbook classique. Et comment est-ce que vous cassez un nouvel entrant? Vous lui faites des procès. Donc, dès le départ, après 6 mois, j'ai reçu une lettre d'un de mes concurrents qui m'a donné l'injonction d'arrêter mes activités. Et donc, nous avions levé 300 000 euros et ça a sucé en fait plus d'un tiers de mon capital pour lancer Moniz, à devoir simplement me défendre. Alors bien sûr, on a gagné, puisque les attaques étaient simplement faites pour m'épuiser. Et donc, pendant que j'essayais de trouver des clients, développer ma solution pendant la journée, la nuit, je lisais les conclusions d'un avocat. Donc à un moment donné, ça a été excessivement dur, puisque vous avez des investisseurs qui viennent vous voir et disent « Ah oui, mais on adore ton truc, ça c'est génial, c'est innovant. Les premiers clients c'était Colruyt KBC, donc c'était pas spécialement des petites entreprises. Et puis ils se disent oula, mais là vous avez un procès. On n'aime pas les procès. Donc en fait, ça a été très difficile. Quasiment, je lisais les conclusions entre 1 et 3 heures du matin. C'était un truc de dingue. Et puis, cerise sur le gâteau, 3 ans plus tard, le gouvernement décide de peut-être annuler les chèques repas. Donc, en plus de l'entrepreneuriat, d'avoir des concurrents très méchants, c'est un understatement, et puis instabilité juridique dans ce pays de dingue, avec des politiciens complètement marteaux, donc les mêmes qui ont dit ok, on va ouvrir la digitalisation des titres. 3 ans plus tard, quand vous vous êtes battus, ils viennent vous dire tout compte fait, ça fait 9 ans qu'on travaille sur la loi. 9 ans, et puis on l'a fait, et après 3 ans, tiens, on va tout foutre en l'air. Donc, je suis pas le seul en Belgique, l'instabilité, je crois que tous les métiers y sont passés, mais en fait, ça faisait un peu beaucoup. Et comment est-ce qu'on tient? Je pense qu'il y a beaucoup de candeur, mais surtout de la ténacité. Donc c'est un croisement entre la folie et le aanhouderwinst. Je trouve qu'en flamand, ça marche tellement bien, que ça veut tellement dire ce que ça veut dire. Donc la ténacité est très très importante. Très importante. Et si on revient, parce que tu nous parles de ce problème qui est apparu quand même aux prémices de Moniz, un conseil pour le Jean-Louis de cette époque-là, avec la sagesse du Jean-Louis aujourd'hui? Un conseil ne change rien en fait. Parce que l'issue a été bonne, il y a toujours énormément de chance dans ce qui nous entoure. Les chèques repas n'ont pas été annulés. Bien sûr, j'ai du vent de la société qui marche maintenant super bien. Donc voilà, en fait, il ne faut rien changer. Ce que je voudrais même dire, c'est j'ai bien fait de m'entêter,
Parfois, on dit, tiens, les entêtés, ils devraient arrêter d'être entêtés. En fait, c'est très compliqué dans la vie. C'est toujours le yin et le yang. Mais moi, je ne changerai rien. C'était très bien que j'ai été candide. Je crois que si j'avais été plus sage, peut-être que j'aurais dit, bon, enfin, c'est pas possible, j'aurais jamais pu attaquer ou faire une place dans ce duopole. J'aurais pas pu diviser par 3 les prix que les employeurs payent. J'aurais pas pu diviser par 10 les prix que les marchands payent. Donc, on a eu un impact. Vous vous rendez compte qu'une petite personne avec mon coût Nighty, on a eu un tel impact sur un marché qui aujourd'hui représente 3,5 milliards de valeurs émises en titres sociaux. L'impact de Moniz est juste incroyable. Et je ne parle même pas de l'innovation. Donc, change rien. Reste candide quand tu avais 40 ans. Et la sagesse n'est pas toujours la meilleure chose dans l'entrepreneuriat. Et je vais te dire aussi pourquoi. Parce qu'en fait, il y a une chose qui est très importante. On parle toujours de les business plans, etc., de tout ce qui est intellectuel. Plus on avance dans la sagesse, plus on comprend qu'il faut écouter son instinct, ce qui vient du ventre. Et souvent, ce qui vient du ventre est la vérité. Et le problématique des personnes, que ce soit des entrepreneurs ou n'importe quoi, c'est qu'en fait, l'esprit est son pire ennemi. Et donc, l'esprit commence à inventer des histoires pour ne pas écouter son instinct. Et donc, c'est comme commencer une boîte. À un moment donné, les gens me disaient, que ce soit mes parents ou mes amis, enfin, tu quittes IBM Consulting, c'est génial. Tu es là chez Belgacom, Mambistar, c'est Mentel et Net, c'est fantastique. Mais tu vas aller... Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer un truc, t'es plus personne, t'es plus rien. Mon instinct m'avait dit, il faut y aller, je le sens. Bon, après, l'issue était bonne. J'ai eu du bol. Ouais. Mais une dernière question... Concrètement, justement, quand ton esprit commence à te dire « mais peut-être fais pas ci, peut-être fais pas ça » et que tu veux revenir à ton instinct, concrètement, Jean-Louis, tu fais quoi pour écouter ton instinct? En fait, il faut essayer de trouver le switch, le bouton off de son esprit. Tout simplement. Oui. Donc, et on a tous quelque part un bouton ou un potentiomètre. Je veux dire, le mettre complètement off, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, de faire de sorte que cette petite musique de fond ne fait pas ça, fais attention. Ce qui, quelque part, crée une certaine peur ou une fausse idée de ce qu'on a besoin. Eh bien, d'essayer d'éliminer cette espèce de brouillard qui vous empêche de voir clairement et de vous concentrer sur vous-même. Et je pense que la méditation, le contact avec la nature, faire des pauses, c'est très très important. Et c'est là que vous vous retrouvez avec vous-même et avec votre trip. Ouais. Merci beaucoup pour tous ces partages super intéressants. Et à peut-être une prochaine fois. Peut-être, qui sait. Merci. Merci en tout cas à toi et merci à Liantis de faire ces émissions pour les entrepreneurs. Merci beaucoup. Merci.